nouveauté cette saison. Vous pouvez vous aussi réagir, interroger nos invités en flashant sur ce QR code qui vient d'apparaître. Vous allez très vite prendre l'habitude, vous flashez le QR code et vous participez à l'émission en direct pour réagir à à ces deux thèmes de débat que je viens de vous présenter. Par exemple, vous vous demandez peut-être si François Bayrou fait semblant d'y croire en ce moment, lui qui commence à recevoir les partis politiques, le Parti communiste cet après-midi, le Rassemblement national demain, un Premier ministre qui enchaîne les plateaux télé également. Clémentine Louise. Je pense précisément que les jours qui vont venir sont cruciaux. Le compte à rebours est lancé. Une semaine sépare désormais le Premier ministre de son destin à Matignon. Et pour le moment, il s'annonce plutôt funeste. Alors pour y échapper, François Bayrou multiplie les prises de parole. Urgence de la dette et avenir de la France. Hier soir, le Premier ministre tenait un discours aux accents apocalyptiques. Si je n'ai pas l'assentiment minimal des Français et de ceux qui les représentent, on abandonnera ou on abandonnerait la politique, pour moi, vitale pour le pays. Prêt à revenir sur les 2 jours fériés, François Bayrou maintient en revanche le cap des 44 milliards d'euros d'économies, un montant non négociable. Reste à savoir maintenant quelle ligne pourrait bouger dans ce budget 2026. Pour en discuter, le Premier ministre reçoit les chefs de parti jusqu'à jeudi soir, avec pour ouvrir le bal les communistes dès cet après-midi, les seuls à gauche avec le Parti socialiste à avoir accepté le rendez-vous du Premier ministre. Insoumis comme écologistes n'ont pas l'intention de se rendre à Matignon et préparent déjà l'après François Bayrou. Nous, lundi, on sera en train de préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait le 8 septembre quand M. Bayrou sera tombé. Parce qu'il va tomber le 8 septembre, mais il n'y a pas de suspense là-dessus. Et donc les quelques jours, 11 maintenant, qui nous séparent de la chute de ce gouvernement, doivent être utilisés à travailler la suite. Côté Rassemblement national, le rendez-vous est fixé à demain matin, mais Jordan Bardella a annoncé s'y rendre sans aucune illusion et se dit déjà prêt à proposer sa candidature à Matignon en cas de majorité à l'Assemblée nationale. Quant aux membres de la coalition gouvernementale, les Républicains rencontrent François Bayrou demain après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, insiste. Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France. Et c'est donc l'histoire d'une crise politique sans fin que l'on vous raconte pour lancer cette nouvelle saison de Sens Public avec un François Bayrou qui fait semblant d'y croire. On en débat avec Aurore Malval. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes grand reporter à Marianne. Bastien François, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Et vous publiez Les mots-clés du droit constitutionnel aux éditions Dalloz, qui nous rappelle quelques souvenirs d'étudiants. Christelle Craplet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice opinion chez Ipsos BVA. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Thomas. Dans ce rôle d'éditorialiste, vous êtes constitutionnaliste évidemment et éditorialiste pour Sens Public. Faites partie de la nouvelle équipe des éditorialistes de cette 5e saison. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez réagir, poser vos questions à nos invités sur notre thème crise politique en flashant sur ce QR code. On a donc un François Bayrou qui communique, qui reçoit les partis politiques. Mais je commence avec vous, Aurore Malval. Est-ce qu'il y croit encore? Pas vraiment. Fait semblant. En tout cas, on peut penser que s'il est véritablement conscient de la situation, il n'y croit pas. Enfin, ça semble... Alors peut-être qu'on peut imaginer un Premier ministre qui fasse fi de tout le reste et qui se dise quand même, effectivement, il existe une petite porte, comme il le dit, il le répète, il occupe beaucoup effectivement l'espace médiatique en disant si je convainc les Français, eh bien les partis seront forcés de les suivre et donc, par impossible, voteraient la confiance ou en tout cas s'abstiendraient de voter contre. Sauf que ça semble hautement improbable, d'abord parce que les Français ne sont pas convaincus par les remèdes qu'ils préconisent et surtout les Français ne veulent plus. Enfin là, ils ont tourné la page. Tout à l'heure, j'imagine que vous le direz dans les Christelle va nous en parler, bien sûr. Et pour François Bayrou, alors à quoi ça ressemble? Évidemment, il ne peut pas dire, bon, après avoir sollicité ce vote de confiance, il a jusqu'au 8 pour effectivement occuper l'espace. Il ne va pas dire, bon, c'est terminé. Il ne va pas tout arrêter après les réactions des uns et des autres. Finalement, on annule tout, je rentre chez moi, etc. Donc non, il va continuer
continuer, effectivement. Et pourquoi aussi? Parce que je dirais que c'est un petit peu cohérent aussi avec sa pensée à François Bayrou, de ce logiciel aussi politique d'un démocrate chrétien qui se pose là dans une posture un petit peu sacrificielle pour dire, voilà, je serai l'homme de la vérité. Et en fait, ce qu'il fait en politique, c'est ce qu'on appelle cranter un sujet. Et lui, c'est celui de la dette. Il le dit, alors il le dit en dramatisant aussi à outrance, en disant qu'il est le seul et que son plan d'ailleurs est le seul à même de résoudre cette crise, parce qu'il dit si c'en est un autre, la France... Oui, on verra qu'il y a un contre-budget proposé par le Parti socialiste, ce sera l'un des thèmes de notre débat. Aucune autre solution n'est possible que la sienne, c'est lui le moment de vérité, comme d'ailleurs il le disait, il le développait cet argumentaire tout l'été, et donc après pourquoi faire? Certains parlent même d'une hypothétique candidature présidentielle, je ne suis pas sûre qu'il soit là-dedans, mais... Pourquoi pas? On peut imaginer, en tout cas, qu'il veuille capitaliser sur cette posture-là pour proposer un projet aux Français. À 80% d'impopularité, une candidature présidentielle, Christelle Craplet, je sais bien, je suis vraiment pas politique quand je dis ça, mais est-ce possible d'y croire, quoi, ou de l'imaginer dans sa stratégie? Parce que si on se met à la place, il faut toujours se mettre à la place de ces politiques qui nous gouvernent. François Bayrou, quand il annonce le vote de confiance, il a anticipé le fait que très peu de partis allaient le soutenir. Donc, quelle peut être sa stratégie? C'est quand même pas l'Élysée. L'Élysée, on ne sait jamais. Souvent, ils y pensent. Et puis, il y a eu des retournements en 2 ans. Donc, je me garderai de faire tout pronostic à cette échéance-là. Non, il soigne probablement aussi un peu, finalement, son image, paradoxalement, qui est effectivement très mauvaise. Vous le disiez, record d'impopularité. Nous, dans notre dernière enquête, il est même passé sous les 20%. Donc, c'est pire. J'ai même regardé que Édith Cresson, ou qu'Elisabeth Borne, même plus récemment. Mais derrière, sans doute qu'il a la volonté, effectivement, d'apparaître comme l'homme qui fait face aux problèmes, tient un discours de vérité. Alors, je suis allée voir quand même ce que pensaient ces 19% de Français, ils ne sont plus beaucoup, mais qui ont une bonne opinion de lui. Et effectivement, ils disent, il est courageux, il fait ce qu'il peut, il tient le cap. Le souci pour lui, c'est que ça devient maintenant un espace extrêmement rétréci. Même les sympathisants Renaissance ont une opinion très mitigée de lui, seulement 1 sur 2 qui ont une bonne opinion du Premier ministre. Donc, l'espace est réduit, il n'a peut-être plus que ça, plutôt que de partir par la petite porte au moment du vote du budget. Il se dit, bien là, je préempte. Je choisis la date de mon départ. J'occupe l'espace et je choisis la date de mon départ. Est-ce qu'il n'y a pas un côté bal des hypocrites quand même, Bastien François? Parce que là, on dit François Bayrou fait son décor. Bon, effectivement, il ne va pas dès aujourd'hui dire OK, le vote est perdu lundi prochain, d'accord. Mais même chez les autres, on va parler du Parti socialiste, on va écouter Marine Le Pen dans un instant, Fabien Roussel qui était reçu à Matignon. Tout le monde sait ce qui va se passer, tout le monde sait qu'il n'y aura pas de démission du président de la République, certains la demandent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, Bayrou, je crois que en fait, c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de savoir s'il y croit ou pas, c'est qu'il a décidé de perdre de cette façon-là, plutôt que de perdre sur le nombre de jours fériés ou sur le taux de TVA des couches-culottes. Enfin, voilà, il veut perdre. Dans un geste un peu don quichotesque, héroïque, etc. Et puis même pour lui, je pense que c'est pas lui faire injure, mais c'est un vieux monsieur qui, à mon avis, commence à réfléchir à l'image qu'il laissera dans l'histoire du pays. C'est un monsieur qui a très peu gouverné. C'est vrai. Qui a une très très longue carrière politique, mais qui a très peu d'expérience, au centre, dans le pouvoir gouvernant. Bon. Et il a été Premier ministre, il veut que ça reste un peu comme Mendes France qui reste très peu et qui est renvoyé, et Mendes France va capitaliser toute sa carrière et son image dans d'autres circonstances sur ce petit épisode. Bon. Maintenant, bal des hypocrites, le problème c'est que qu'est-ce qu'ils peuvent faire les autres en réalité? Non mais vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde est dans se mettre autour d'une table et trouver une sorte de minimum commun pour voter un budget. Bien sûr, mais peut-être qu'on reviendra dans la discussion sur pourquoi c'est très difficile de se mettre autour d'une table. Oui. Mais ils sont tous dans le même pétrin. C'est-à-dire personne n'a une vraie solution qui serait capable le 8 septembre de l'emporter. Sinon, on l'aurait déjà sorti. Bon. Donc tout le monde est dans une situation où effectivement il faut jouer une sorte de jeu bizarre, mais qu'on connaît, ça fait 1 an qu'on joue ce jeu. Hein. Oui, sauf que ça ne s'est pas arrangé, Anne-Charlène. Il a parlé d'un moment Mendes, c'est pas anodin, comme on l'a dit, la référence à Mendes France et cette idée du sacrifice, sauf qu'en réalité, il a assez mal choisi le sujet et le moment. Parce que Mendes France, au moins, était arrivé aux responsabilités par une majorité très confortable, très composite, mais très confortable, et qu'il l'a érodé ensuite. Alors que lui, il est parti de très bas et il part encore plus bas. Donc, en quelque sorte, c'est mal comprendre ce sur quoi il était assis. Quand on est sur ce socle commun, on ne peut pas lancer des initiatives d'une ampleur
tel sur le niveau économique, le niveau de la dette, etc. Et puis le calendrier, pourquoi négocier après l'annonce du vote de confiance? Alors oui, c'est une manière de laisser penser qu'il y croit encore, mais on peine à comprendre pourquoi les oppositions n'ont pas justement figuré dans ce scénario très centriste d'aller consulter tous les bords. Je rappelle qu'un budget, ça se prépare à partir du 1er janvier, donc il avait largement le temps. Oui, il avait le temps, avec évidemment la nature ayant horreur du vide. Tout le monde se projette déjà dans la chute de François Bayrou, qui pourrait lui succéder à Matignon, un bal des prétendants au sein même du gouvernement. Alors évidemment, personne ne le dit publiquement, mais certains y pensent, comme Gérald Darmanin. Je me dis que la France est tout à fait capable de relever ce défi, à condition que nous soyons responsables. Que les partis de gouvernement qui ont vocation à gouverner le pays quand il y aura des alternances politiques. Et je pense au Parti socialiste, qui est un grand parti d'opposition responsable. Je pense aux Républicains, dont on n'imagine pas un seul instant qu'ils ne puissent pas soutenir le gouvernement, parce que l'essentiel se joue aujourd'hui. Bien, je pense que nous sommes capables de tendre la main et qu'eux-mêmes sont capables de tendre la main pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire nos institutions. Voilà, Gérald Darmanin, lors de son discours de rentrée de son mouvement politique qui s'appelle Populaire, Aurore Malval. Alors, il y avait une tonalité très sociale dans son discours. Est-ce qu'il l'a rajouté au dernier moment? Je ne sais pas. Cette idée de tendre la main, peut-être même jusqu'au Parti socialiste. En fait, ça pose, si on a choisi Gérald Darmanin, ça pose une première question. Le président de la République peut-il puiser encore une fois au sein de ce bloc central, si on l'appelle encore comme ça? En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. Je ne sens pas Emmanuel Macron se diriger justement vers l'option que les socialistes lui ont soumis le week-end dernier. Donc on fait une offre de service, mais avec une coalition qui serait extrêmement fragile parce que on en parle tout à l'heure du Parti socialiste. Il y a un chapitre complet là-dessus. Mais effectivement, on a l'impression qu'Emmanuel Macron se dirige vers en tout cas pourrait choisir une autre personnalité du bloc central. Alors Gérald Darmanin malin, essayer un peu de couper l'herbe sur le pied, de présenter peut-être ce qui pourrait lui ressembler à sa coalition, du coup aussi en tendant cette main justement sur le côté social, en se coupant aussi un petit peu, ou en tout cas en disant clairement on ne veut plus des LR tels que c'est aujourd'hui, donc Bruno Retailleau. On sait que Gérald Darmanin, ces derniers temps, a été d'ailleurs reçu cet été au fort de Brégançon par Emmanuel Macron, et Bruno Retailleau lui posait un petit peu un problème. L'idée, c'est peut-être aussi de recentrer, entre guillemets, ce futur gouvernement. Mais bon, rien n'est moins sûr. En fait, aujourd'hui, je dirais que la question des personnes, elle est presque secondaire, parce que la question, c'est quelle alliance, quelle arithmétique à l'Assemblée nationale, et malheureusement on retombe toujours sur quelque chose de très bancal et de très précaire. Oui, quelle que soit la personnalité ou le bloc politique d'où cette personnalité est issue. Alors vous le savez, vous pouvez réagir en direct pendant l'émission, et puis vous pouviez aussi nous poser des questions en amont. J'avais enregistré une bande-annonce dans cet esprit. Alors j'espère que ça va marcher. Je vais aller chercher la question sur ma magnifique tablette. Alors c'est Inès de Besançon qui demande: Macron peut-il choisir le Premier ministre n'importe comment? Quelles sont les règles qui encadrent ce choix? Évidemment, c'est une question pour vous, Anne-Charlène. Est-ce qu'il y a des règles ou des étapes à respecter pour le président de la République? Alors c'est assez intéressant parce qu'en réalité, il n'y a aucune, je dis bien aucune, condition posée par l'article 8. Et je vais prendre le scénario de l'après 8 septembre, justement. La seule chose qu'on sait dans l'article 50 de notre Constitution, c'est que le Premier ministre va poser sa démission au président de la République. C'est la seule obligation de démission d'un gouvernement qui existe dans la Constitution. Mais une fois que cette démission est acceptée par le président de la République, eh bien, encore une fois, alors l'hérésie constitutionnelle qui consiste à se dire qu'il va renommer François Bayrou, évidemment, est absolument à abandonner, à part le cas de Gaulle en 62, qui est très marginal. Et donc, on peut tout à fait avoir un François Bayrou en affaires courantes. Pourquoi? Parce que la notion d'affaires courantes n'est pas limitée dans le temps, n'est pas limitée dans la jurisprudence, les habitudes, la coutume, quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de délai. Et il n'y a pas non plus de condition de nom. Rien ne l'oblige, ni le parti, ni le délai. Et on l'aura compris, il pourrait tout à fait nommer la première dame sans qu'il n'y ait aucun problème. Donc on est vraiment dans le bon vouloir, au sens royal, de notre président. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Quels sont les choix qui s'offrent à Emmanuel Macron? Alors vous le savez, la coutume veut que normalement
le président de la République choisisse le leader naturel de la majorité. Alors il y a deux mots qui nous posent problème, c'est naturel et majorité. Mais majorité laquelle? Alors la majorité en nombre de sièges pour un groupe, c'est le groupe RN dans ce cadre-là qui l'emporterait. Et pourquoi pas passer un coup de fil à Jordan Bardella? C'est même Thierry Breton qui en parle dans une tribune récemment en disant mais pourquoi pas cette option sur la table. Sauf que le RN a dit qu'il ferait une politique de la chaise vide en dessous de 289 députés d'une majorité absolue, sauf 4 à 5 sièges. Eh bien, ils n'y vont pas. Il nous faut les moyens de notre politique, disent-ils, citant un Jacques Chirac en 1976. Ah bah bien sûr, évidemment, on n'est absolument pas obligé d'être Premier ministre dans notre Constitution. Le groupe qui est capable de tenir la non-censure, eh bien c'est ce qu'on a essayé depuis Barnier, Bayrou, qui n'ont absolument rien donné. Le socle commun, d'ailleurs, il faudra compter les voix le 8 septembre, voir s'il existe encore. Et puis, troisième option, la majorité en nombre de voix obtenues. Et ça, c'était le nouveau Front populaire, mais nouveau Front populaire qui semble mort et enterré, puisqu'on le sait bien, le Parti socialiste a, ce week-end, fait une offre seule, sans plus LFI, ni de main tendue, vers le centre. Donc, il n'y a plus vraiment de solution à l'Assemblée. Donc, s'il n'y a pas de solution à l'Assemblée, il faut regarder ailleurs. Et c'est l'avis de 39% des Français, sondés dans un sondage Elab à la fin du week-end, qui nous disent, eh bien, au vu du niveau de défiance qu'on a en faveur de nos politiques, pourquoi pas tenter l'hypothèse du gouvernement technique. Vous me voyez venir, c'est la vieille ancienne depuis 2024. Eh bien, ce gouvernement technique, en réalité, c'est le général de Gaulle qui l'a pensé en 58. C'était comme ça qu'il qualifiait son premier gouvernement, même si c'était pas totalement un gouvernement technique. Mais on pense évidemment à l'Italie. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est ni Mario Monti ni Mario Draghi qui ont été les premiers gouvernements techniques de l'Italie. Ça remonte à 92 avec le gouvernement Amato et je vous le donne en mille pour une situation de crise des finances publiques et aussi d'assainissement de la vie parlementaire et politique. On est entre les deux républiques italiennes, c'est très tendu, il tient 1 an, mais il arrive quand même à avoir un vote de confiance. Donc les conditions sont assez simples. Il faut ne pas arriver à avoir de majorité à l'Assemblée nationale, il faut avoir une crise et il faut essayer de la sortir par des solutions dites apolitiques et purement techniques. Sauf que là encore, il faut un consensus, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir de la part des parlementaires un consensus sur quelles mesures, qui est capable de les mener sans avoir une coloration politique et surtout un constat de dégradation des finances publiques sur lequel précisément François Bayrou devrait tomber le 8 septembre. Donc bon courage, Monsieur le Président. Bon courage à Emmanuel Macron. Je veux bien vous entendre sur cette idée de gouvernement technique. Je commence avec vous, Bastien, François. Est-ce qu'il aurait forcément une espérance de vie plus longue? Bon, c'était une des hypothèses déjà l'année dernière. Et c'est peut-être la seule hypothèse qu'on n'ait pas testée. Donc testons-la, mais franchement, je vois pas. Vous avez 2 forces politiques les plus importantes à gauche et à droite qui veulent faire tomber ce gouvernement. Vous avez un budget qui est vécu par les Français à tort ou à raison, dans ce qu'ils en lisent, en tout cas comme étant quelque chose de très injuste, etc. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi d'autres forces qui s'allieront à ces 2 forces à la droite et à gauche pour ne pas voter de la confiance, par exemple. Donc la probabilité qu'on ait un gouvernement technique est un peu limitée, d'autant plus que sur le plan budgétaire, qu'est-ce que ferait ce gouvernement technique? En réalité, très vraisemblablement, il ne ferait pas exactement le même plan que le plan Bayrou. Il reconduirait plutôt le budget existant, éventuellement corrigé par l'inflation. Donc on ferait moins d'économies, si je comprends. On ferait moins d'économies, mais ce budget était déjà un budget très contesté. Bon. Et repousser comme ça, avoir une année zéro en réalité budgétaire, ça a des effets. Ça veut dire que l'inflation, vous n'en tenez pas compte, ça veut dire que les taux d'imposition augmentent automatiquement, etc. Donc il y a toute une série de politiques publiques qui sont bloquées aussi. Bon. Donc, voilà, moi je dirais comme un Charlène, bonne chance, Monsieur le Président. Mais c'est la seule chose qu'on n'a pas testé. Alors, mais pour le reste... Je voudrais reprendre le sondage Elab pour la Tribune Dimanche et BFM TV. Effectivement, la question, qui souhaitez-vous voir nommer à Matignon demain en cas de démission de François Bayrou? Et la première réponse, c'est un Premier ministre qui n'appartienne à aucun parti politique. On retrouve les 39% dont parlait Anne Charlène. Ensuite, c'est Rassemblement National, 24%, la gauche, 21%, la droite, 10%, le camp présidentiel, tout en bas, 6%. Un Premier ministre qui n'appartient à aucun parti politique. C'est quoi? C'est l'enracinement du ras-le-bol des politiques, Christelle Craplet? C'est pas nouveau, on l'a souvent évoqué sur ce plateau.
Oui, pour moi, ça traduit vraiment le rejet des Français à l'égard de la classe politique et le sentiment que plus personne, finalement, n'est à la hauteur, ne répond vraiment aux enjeux. Ça traduit aussi leur division, parce que, justement, le fait qu'il n'y ait ni le Rassemblement national, ni la gauche en tête, ça montre aussi cet émiettement, cette division, cette fracturation de la société française. Je ne crois pas, moi, derrière, que ça répondrait aux enjeux et à la crise politique. Peut-être qu'effectivement, ça permettrait de gérer les affaires courantes, mais ça renverrait un message d'immobilisme, ça renverrait aussi un message, alors que les Français sont de plus en plus nombreux à dire que la démocratie fonctionne mal, qu'on ne les écoute pas suffisamment, finalement qu'il y a eu des élections, on n'en tient pas compte et finalement on nomme des gens qui viennent de l'extérieur. Ça peut apparaître pour certains une solution à court terme, ça pourrait très vite devenir finalement ces élites qui nous gouvernent sans avoir de légitimité démocratique et renforcer au contraire le sentiment de crise qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une solution pour trouver un nouvel équilibre politique? Alors on va commencer à parler de l'hypothèse d'une dissolution. Peut-être, je vais venir vers vous, mais Bastien François, par exemple, j'essaye de me projeter. Changement de mode de scrutin, proportionnel, puis dissolution. C'est possible, ça? Alors, et est-ce que ça aboutirait forcément à une majorité plus solide? C'est possible, mais sur le papier, c'est possible. Oui. Maintenant, ça va être compliqué de voter une nouvelle loi électorale avec sans gouvernement. Oui. Sans gouvernement, puisque par définition, il n'y aura pas un gouvernement. Ou alors des affaires courantes. Ou des affaires courantes, mais franchement, je ne pense pas que ça rentre dans les affaires courantes de changer le mode de scrutin. Oui. Bon. Et en plus, il faudrait qu'on soit d'accord sur la proportionnelle. C'est clair que la proportionnelle, de mon point de vue, c'était la solution. C'est-à-dire, M. Bayrou avait 8 mois pour essayer de changer le mode de scrutin, parce que la proportionnelle, ça change complètement la donne sur la façon dont, au sortir de l'élection, on peut construire des coalitions. Mais sauf que si l'état d'esprit de notre personnel politique change, si c'est toujours le même état d'esprit d'absence de volonté de coalition, je ne vois pas ce que changerait la proportionnelle. Je ne pense pas qu'il y a franchement, je ne pense pas qu'il y a, comme ça, en soi, dans la nature du personnel politique français, le refus de faire des coalitions. Il y a un système électoral qui a des effets. Oui. Les institutions ont des effets culturels et politiques très importants. Les règles électorales ont des effets culturels et politiques très importants. On n'est pas particulier, on n'est pas le petit village gaulois qui résiste. On est tout à fait normaux et dans tous les pays, ils sont très rares, où il y a ce mode de scrutin, le nôtre, aux législatives, on a toujours le même résultat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des coalitions. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des accords avant l'élection et que quand on sort de l'élection, on ne peut pas changer les alliances parce qu'on apparaît comme des traîtres. Bon. Donc la proportionnelle, ça change cette donne, c'est-à-dire chacun peut partir librement et construire des alliances derrière. Rajoutons une difficulté supplémentaire, c'est que derrière ça, il y a une élection présidentielle. Alors là, ça rajoute vraiment un truc en plus. Qui est quand même, je reprends mon idée de mentalité, au cœur bien sûr. Du logiciel mais disons que des partis, si pendant 8 mois, au lieu de ne pas faire grand-chose, il avait essayé au moins sur ce point de construire un accord. Et il y avait sans doute une possibilité de construire un accord, même si autour d'un système proportionnel pas extraordinaire, mais enfin quand même, peut-être on avait une petite chance. Parce qu'avec le mode de scrutin majoritaire tel qu'on l'a, il y a deux solutions. Soit on revient à la situation actuelle, soit c'est le RN qui a la majorité. Bon, alors tout le monde veut prendre la parole. Peut-être Anne-Charlène et ensuite Aurore. Pour résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, que je pense qu'on touche là aux deux éléments de la fameuse crise politique que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'on peut solutionner cette fracturation de l'opinion. Parce que je pense qu'elle est très importante et que s'il y avait une nouvelle dissolution, on ne peut pas mettre à mal ce sentiment qu'on a chez les Français de ne plus arriver à avoir une logique majoritaire. Et donc ça, c'est vraiment important de voir que ça se traduit au sein de l'Assemblée et que ça conduit peut-être à ce que culturellement, les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce qu'il y a des éléments très clivants qui, aujourd'hui, font partie de l'électorat, de l'opinion et donc de la représentation nationale. Donc c'est ça, à mon avis, le problème qui nous gouverne aujourd'hui, c'est comment on arrive à se mettre d'accord à nouveau dans une volonté majoritaire. Allez-y, rapidement, parce qu'il nous reste beaucoup de thèmes à aborder. Moi, juste pour nuancer cette question de la proportionnelle, enfin de la capacité ou de la non-capacité des Français à se mettre d'accord. Par exemple, en Allemagne, on a une coalition très étrange sur le papier qui va justement des conservateurs aux sociodémocrates. Ils font pas de grandes choses. Justement, on a un gouvernement qui est un peu bloqué, qui s'occupe beaucoup des affaires internationales parce qu'il n'y a que sur ces sujets finalement qu'ils arrivent à trouver de réels compromis. Et ça commence à leur être reproché aussi. C'est-à-dire que même dans un système comme les Allemands ne sont pas ravis d'avoir finalement le SPD qui gouverne aussi avec la CDU. Donc attention
attention parce que quand on voit d'ailleurs ce que souhaitent les Français, il y a une radicalité dans l'opinion qui clive. Et cette radicalité, elle est aussi sur des projets. Il y a des idées qui comptent. Dire que tous les programmes sont solubles et qu'on peut finalement se mettre d'accord alors qu'on a même si on peut être d'accord sur le diagnostic, des solutions radicalement différentes, je dis aussi attention, c'est pas forcément ce que souhaitent les Français. Christelle et ensuite Bastien. Et il y a aussi un problème d'incarnation, parce qu'il y a peut-être une fracturation de l'opinion, mais il y a aussi un désir de commun. Nous, on le voit dans les enquêtes, il y a un désir de sortir de cette situation, de retrouver quelque chose qui permette de nous unir en tant que nation, j'ai presque envie de dire. Mais derrière, il manque une personnalité forte qui suscite relativement de consensus. On retombe dans le fantasme présidentiel ou nous habitude présidentielle. Et après, effectivement, tout se résume sur les élections présidentielles. Pour en revenir très vite sur la proportionnelle, je ne suis pas en train de dire que c'est un truc magique, mais en tout cas, ce qu'on voit bien dans toutes les études de sciences politiques, dans la politique comparée, c'est qu'il y a vraiment des effets d'un peu de dépolarisation, de capacité à construire des programmes. Et dans le cas allemand, c'est vrai que ce n'est pas le programme le plus exceptionnel, mais c'est un programme qui fait plus de 100 pages, qui est très détaillé, et par exemple là, ils viennent d'augmenter le SMIC, l'équivalent du SMIC allemand de façon très importante, alors même que les conservateurs étaient vent debout contre pendant la campagne. Donc il y a des compromis. Alors évidemment, les compromis, c'est moins flamboyant, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et quand je parle d'une culture politique, et je finis simplement là-dessus, ça ne se fait pas aussi du jour au lendemain. Il faut plusieurs... Il y a une temporalité. De la même façon que le scrutin majoritaire en France, je le rappelle, ça a mis très très longtemps à avoir les effets qu'on connaît, de notre façon de penser binairement la vie politique. Par exemple, pendant toute la Troisième République, c'était du scrutin majoritaire, le même que celui d'aujourd'hui, sans effet de binarisation, de bipolarisation. Donc il a fallu beaucoup de temps pour construire le fait majoritaire solide dans l'organisation des partis. En réalité, le fait majoritaire, ça apparaît en 62, mais dans l'organisation des partis, il faut attendre le début des années 70. Donc vous voyez, ça a des effets... Maturation lente, j'entends. Mais en attendant, là, pour demain, ça serait non pas la solution miracle, mais ça permettrait au moins de desserrer des chaînes que les partis se mettent entre eux dans des blocs et qu'ils empêchent de construire des coalitions. Bon, on va parler du Rassemblement national qui a choisi cette journée en début d'après-midi pour s'afficher, conférence de presse en ordre de bataille, prêt à se lancer dans une campagne législative. On va écouter une réaction de Marine Le Pen au sortir de cette conférence de presse où elle parle de suicide politique à propos de François Bayrou. On écoute Marine Le Pen. Ça arrive dans quelques secondes. Oui, c'est un suicide politique et quelque part, si chaos il y a, puisqu'il ne cesse d'en appeler au chaos, en réalité, en prenant cette décision, il en est l'unique responsable, parce que personne ne le forçait à choisir de mettre en œuvre un vote de confiance. Il aurait très bien pu laisser le débat sur le budget se dérouler, faire les propositions qu'il avait à faire, même si, encore une fois, celle-ci semble très tardive. Il a fait un choix différent. Aurore Malval, la stratégie du Rassemblement national, est-ce qu'elle a changé, un, et deux, ça va être tenter de faire tomber les gouvernements les uns après les autres pour quoi, forcer la main d'Emmanuel Macron, on peut dire ça comme ça ? Oui, alors effectivement, je pense que François Bayrou n'était pas pensé que le Rassemblement national n'était pas tout à fait dans cette posture, qu'en tout cas, il aurait pu lui laisser un petit sursis. Il y avait une idée qui se disait beaucoup dans les cercles aussi au gouvernement, c'était le Rassemblement national peut nous laisser faire le sale boulot dans l'espoir d'accéder au pouvoir en 2027 avec une situation économique meilleure afin de pouvoir mettre en œuvre son programme. Peut-être que François Bayrou a trop cru à cette hypothèse et ne s'est pas dit finalement qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées du côté du Rassemblement national ces derniers mois qui a accéléré aussi le tempo et qu'aujourd'hui le Rassemblement national effectivement s'est rangé dans une ligne de conduite qui est un petit peu similaire à celle de la France insoumise, à savoir faire tomber systématiquement les gouvernements pour mettre une pression de plus en plus forte sur le chef de l'État, entraîner à minima une dissolution et pourquoi pas d'ailleurs une démission anticipée d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée, notamment
peut-être qu'on pensait que l'inéligibilité de Marine Le Pen allait aussi freiner ses ardeurs. Il se trouve que c'est pas du tout le cas. Et là, le Rassemblement national a changé de discours. Cette censure a priori, l'annonce d'une censure a priori sans voir ce qui était proposé, c'était pas du tout effectivement ce qu'on pouvait entendre dans la bouche de Marine Le Pen il y a encore quelques mois. Alors c'est assez cohérent en fait avec la pensée de son électorat. Quand on regarde les sondages d'opinion sur ce que veulent les électeurs du RN, ils étaient quand même très largement en faveur d'une censure du gouvernement de François Bayrou, du refus de son budget, etc. Donc le fait de lui accorder un sursis, ça aurait aussi été très difficilement compris par cet électorat qui reste quand même anti-système. La stratégie de la cravate, de la notabilisation, le fait de renoncer à certains totems économiques devant le MEDEF et autres, ça va un temps, mais là on voit qu'il y a une accélération aussi du calendrier. Oui, Christelle Craplet, on n'y est pas, mais j'imagine que vous travaillez sur des projections éventuelles de législatives, à quel point elles pourraient profiter au Rassemblement national. Alors franchement, c'est vraiment très très compliqué de se projeter. Déjà, quand on est dans un contexte électoral avec une offre connue, c'est compliqué. Oui. On connaît les candidats circonscription par circonscription, etc. Fait que c'est un peu compliqué. Par contre, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on interroge les Français sur leurs réactions, leurs sentiments à l'égard de cette situation, on a toute une partie de personnes qui sont inquiètes, notamment les personnes proches de Renaissance. Mais chez les sympathisants du Rassemblement national, c'est de l'espoir et ils ont envie finalement qu'il y ait une nouvelle dissolution, peut-être en se disant que cette fois-ci, ça passera avec le mode de scrutin qui est celui-ci et finalement un fonctionnement classique des institutions. Un mot du RN, ensuite on parle de ce contre-budget proposé par le Parti socialiste avec Steve Jourdain. Le RN, il fait à peu près un tiers de l'électorat. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de Front républicain en face, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il a en plus beaucoup d'argent. Parce que quand même, c'est le plus gros groupe. Non, mais je dis ça parce qu'on sort d'une élection législative où les partis ont dépensé beaucoup d'argent. Il ne faut jamais oublier ces aspects-là. Donc, à mon avis... Donc, ils ont les moyens de faire une campagne législative forte. En face, la gauche est éclatée. Bon, la droite, de la même aussi. Et même, je dirais presque, une partie de cette droite a tellement piqué les idées du Rassemblement national que ça va être difficile pour cette droite-là de se démarquer du RN. Donc, franchement, demain, il y a des élections législatives anticipées. Le RN est dans la meilleure position possible. Allez, on parle du Parti socialiste qui ne votera pas la confiance à François Bayrou la semaine prochaine. Il appelle à faire des compromis avec le bloc central. On en parle tout de suite avec Steve Jourdain. Et bienvenue Steve pour cette première de la 5e saison de Sens Public. Ça y est, on a plongé direct avec un Parti socialiste qui a donc présenté un contre-budget ce week-end. Alors ne dites pas contre-budget, Thomas, dites plutôt un autre chemin pour la France. C'est comme ça que les socialistes présentent leurs propositions budgétaires. C'était ce week-end à l'occasion des universités d'été organisées à Blois. Les équipes de Public Sénat y étaient. Écoutez. C'est un budget qui doit répondre aux urgences des Françaises et des Français qui ne peuvent pas attendre. C'est un premier pas pour sortir de l'ornière et pour dire que le changement de politique dont les Français ont décidé il y a un an dans les urnes doit trouver une concrétisation dans la politique et dans la composition du gouvernement. Nous ne sommes pas des irresponsables. Demander un effort, en particulier à ceux qui ont beaucoup de moyens, n'est pas incompatible avec l'efficacité économique. Les socialistes, Thomas, qui sont déterminés à tourner la page François Bayrou, ils demandent à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre de gauche, et ce, dès le 9 septembre au matin. Dans le détail, Steve, que proposent les socialistes ? Il y a plusieurs pistes. Tout d'abord, une réduction du déficit de 21,7 milliards d'euros l'année prochaine. C'est 2 fois moins que les 44 milliards demandés par le gouvernement. La conséquence, Thomas, c'est que le retour à 3% de déficit public ne se fera pas en 2029, comme le veut François Bayrou, mais plutôt en 2032. On ralentit donc le rythme de diminution du déficit. On va voir dans le détail ce contre-budget socialiste. Il prévoit une baisse de la CSG pour les salaires compris entre 1 et 1,4 SMIC, ce qui correspondrait à des hausses de salaire. La retraite à 62 ans, les socialistes veulent suspendre la réforme Borne et en négocier une nouvelle avec les syndicats. Autre mesure phare, la taxe Zuckman, autrement dit l'instauration d'une taxe de 2% sur les hauts patrimoines à partir de 100 millions d'euros et un grand plan de
relance pour investir dans la santé, le logement et l'éducation. Coût total 10 milliards d'euros pour ce plan de relance. Et puis enfin, des économies à hauteur de 14 milliards d'euros. Cela passerait notamment par une réduction des aides aux entreprises et un encadrement des niches fiscales. Et alors, quelle a été ou quelle est la réaction de François Bayrou ? Disons qu'on l'a déjà trouvé plus enthousiaste. Écoutez le Premier ministre. Les propositions, le PS par exemple, les propositions qu'il vient de sortir, ça veut dire qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Voilà, François Bayrou, hier, lors d'une interview accordée aux chaînes Info, a noté qu'il recevra les socialistes jeudi à Matignon. Mais après cette sortie, on ne voit pas très bien sur quoi ils vont négocier. Effectivement. Merci beaucoup, Steve, pour cette première intervention. On vous retrouvera dans la seconde partie de l'émission. On va parler des conséquences économiques de cette crise politique. D'ailleurs, vous pouvez réagir, poser vos questions sur l'aspect économique. Et la France va-t-elle avoir un budget en décembre ? Va-t-elle tomber sous la coupe du Fonds monétaire international ? Vous pouvez réagir d'ores et déjà en flashant le QR code. Il y a pas mal de réactions, j'en donnerai quelques-unes tout à l'heure. On reste sur ce chapitre Parti socialiste, Aurore Malval. Le PS, alors l'un ou l'autre de ses représentants, croivent-ils vraiment accéder à Matignon avec ce contre-budget et puis surtout avec 66 députés ? Il y a un moment, il faut revenir aux maths, quoi. C'est ça. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je ne pense pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on est dans une situation inextricable où tout le monde essaie, tout le monde tente des choses en se disant peut-être par impossible, il n'y a aucune chance que ça marche, mais... Plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça, il y a un petit côté. Et puis, il faut faire quelque chose. On est dans une sorte de roue de hamster qui s'accélère, mais du coup, il faut avancer dans cette roue. Donc, tout le monde avance comme ça, de manière un petit peu chaotique, avec des projets qui n'en sont pas vraiment. Mais néanmoins, pour le Parti socialiste, il y a plusieurs... dans ce contre-budget, on peut voir plusieurs choses. La première, je pense, c'est de rester, ou en tout cas de se dire qu'il faut rester crédible pour leur électorat comme parti de gouvernement. Je pense que ça, c'est quelque chose où ils ne veulent absolument pas être considérés comme un facteur de chaos et que donc s'ils votent contre la confiance à François Bayrou, eh bien, c'est de dire mais attention, nous sommes responsables, nous avons dans notre manche une carte à proposer, nous voulons que les institutions continuent à fonctionner, nous ne voulons pas d'une crise de régime ou d'une crise institutionnelle. Ça, je pense que c'est très important parce que l'électorat d'ailleurs du Parti socialiste, dans les études, on le voit, c'est souvent celui qui, parmi les forces d'opposition, était le moins pro-censure. Je crois que c'était 65% des socialistes dans une enquête ELAB il y a quelques jours qui souhaitaient la censure du gouvernement Bayrou. C'est pas énorme par rapport aux plus de 80% des électeurs du Rassemblement national ou de la France insoumise. Donc déjà, c'est cette question se crédibiliser. Ensuite, c'est aussi de se dire, lorsque plutôt le gouvernement de François Bayrou va tomber, peut-être qu'on peut être une force qui va négocier avec, en tout cas, la bienveillance des macronistes. Pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les accords volent en éclats, toutes les solutions, je dirais, sont envisageables. Donc, ce serait extrêmement compliqué parce qu'il faudrait compter sur la bienveillance de la France insoumise. Ils ne l'ont pas. Et pareil sur le soutien des macronistes, ou en tout cas d'une partie, ils ne l'ont pas non plus, puisqu'en plus, ils vont participer à faire tomber là, le gouvernement actuellement du bloc central. Donc ça semble extrêmement difficile. En tout cas, ils pourront toujours dire, voilà, nous, on a cette proposition à prendre au lycée ou à s'en inspirer. Oui, alors, quelle espérance de vie pour un gouvernement mené par un socialiste ? Je pose la question un peu cash. Anne-Charlène, je commence avec vous, Bastien François, juste après. Alors, en réalité, c'est des mathématiques. On se demande bien avec qui ils vont gouverner, d'autant qu'ils ne font aucune main tendue du côté du centre-gauche. Il y a une autre inconnue, c'est que le cordon sanitaire a quand même toujours été un moteur de la gauche et de la gauche socialiste. Quid d'une taxe Zuckman, d'une réforme des retraites qui serait votée avec les voix du RN uniquement ? Est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable dans l'ADN du parti ? C'est quelque chose sur lequel il communique assez peu, mais c'est un peu le seul tronc commun de majorité relative qu'on pourrait trouver, à mon avis, à ce socle socialiste. Alors, pas mal de réactions, ça fonctionne. Merci de participer à l'émission. Je vais en donner quelques-unes. Tout le monde cherche le nom du prochain Premier ministre. Est-ce que le sujet de nos politiques ne devrait pas être plutôt quelle politique et quelle solution pour réduire les déficits ? C'est Stéphanie de Paris qui nous dit
nous disent ça. Alors, il y a des passionnés d'institutions. Pour clarifier les rapports de force, un scrutin uninominal à un tour simple par référendum. Et puis alors, il y a aussi cette question, j'ai essayé de la retrouver. Il s'appelle, je l'avais noté, c'est JS qui est en Ille-et-Vilaine à Laillé et qui pose la question du poids du Sénat dans la balance. Il voudrait donner, je crois qu'on la voit s'afficher, plus de poids à la Chambre haute. Évidemment, vous allez me dire qu'on a choisi cette question, c'est pas par hasard. Mais ce qui est sûr, Bastien François, c'est que je vois vraiment beaucoup de réactions s'afficher sur mon écran. Il y a quand même encore des Français passionnés de politique et qui ne sont pas seulement désespérés, qui cherchent une solution. C'est rassurant, ça. Oui. Oui, non, mais on est un pays politique, hein, c'est clair. Mais moi, ce que je remarque quand même, c'est peut-être une impression comme ça, mais je vois aussi ça dans le Cali, dans les études de Cali, en particulier dans les enquêtes du Cevipof. C'est quand même, il y a aussi énormément de ras-de-bol. Il y a un ras-le-bol qui devient même structurant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'était Bruno Cotresse qui racontait ça, que ça fait des années et des années qu'il travaille sur ces données-là. Il disait que c'est la première fois qu'il voyait des gens qui avaient honte de leur pays, qui disaient « j'ai honte de mon pays, j'ai honte de… » On en parlera dans la seconde partie de l'émission. L'image de la France à l'étranger aussi, c'est pas neutre. Et donc, oui, bien sûr, on continue à parler de politique parce qu'on est passionné par ça, parce qu'il y a des émissions comme ça, évidemment. Bon. Mais en réalité, je pense que… moi, je raconte souvent cette petite histoire qui fait sourire. Moi, je suis dans un département de sciences politiques à la Sorbonne, le plus gros département de sciences politiques de France. Bon. Donc, ça cause politique. On se rencontre dans les bureaux, dans les couloirs, ça cause politique. C'est comme chez nous, hein, à la science publique ou dans les… Bon, on sait qu'on est un peu biaisé, bref. Mais en réalité, depuis la dissolution, tout le monde est déprimé. Ça discute de façon déprimée. Alors qu'avant, on s'engueulait, on faisait des hypothèses, c'était la politique. Et là, c'est plutôt pour dire « Waouh, ça va mal, comment on va s'en sortir, etc., etc. » Donc, il y a quand même une grande déprime aussi, hein, je crois. Et ça pèse sur l'ambiance générale et sur la question de l'opinion aussi. Et Christelle, vous avez d'ailleurs interrogé les Français pour RTL. C'est assez intéressant. Alors, il y a près de 8 Français sur 10 qui préfèrent réduire les dépenses publiques qu'augmenter les impôts. Ça, c'est la réponse générale. Puis ensuite, si on rentre dans le détail, c'est assez intéressant de voir les domaines dans lesquels les Français qui veulent réduire les dépenses publiques veulent intervenir. On va aller voir s'afficher, c'est l'action sociale en premier, c'est ça. Ensuite, les aides aux entreprises. Et ensuite, l'environnement. Bon, on peut le regretter, mais c'est comme ça. 21% des Français qui disent qu'il faut cibler l'environnement pour faire des économies. Puis ensuite, qui doit contribuer en priorité pour diminuer le déficit? Les personnes les plus aisées, disposant de revenus en un patrimoine élevé à 57%, les grandes entreprises et la fonction publique d'État. C'est aussi intéressant, l'exemplarité de l'État qui est demandée par les Français. Christelle. Oui, alors il y a plusieurs choses dans cette enquête. Il y a d'abord donc un des résultats qui ne figure pas dans le graphique, mais beaucoup nous disent dans aucun domaine. Et ça, c'est assez révélateur du paradoxe des Français qui nous disent bien sûr qu'il faut diminuer les dépenses publiques. Tout le monde est d'accord, les gens sont allergiques aux impôts. Et puis quand on leur dit où, ils nous disent non, pas dans l'éducation, pas dans la justice, pas dans la recherche. Et il y en a même donc 21% qui nous ont dit mais en fait nulle part. Et ça traduit derrière ce jugement un peu à l'emporte-pièce la difficulté qu'ils ont concrètement à se dire est-ce qu'il y a vraiment des poches d'économie dans lesquelles on accepterait la situation. Et donc c'est là où l'action sociale arrive en tête parce qu'il y a aussi chez une partie des Français un sentiment d'assistanat qui s'est développé, le sentiment que les prestataires de l'action sociale ne devraient pas forcément en bénéficier sans que derrière on sache vraiment qui mettent derrière ces prestataires. Et dans les domaines, effectivement, ce qui ressort toujours dans les enquêtes, c'est qu'il ne faut pas toucher à tous les Français. Ça, il y a un gros divorce entre le discours de François Bayrou et ce qu'il pense. Il faut s'attaquer aux plus riches et aux grandes entreprises, ceux qui sont perçus comme devant davantage contribuer. Et ça, la gauche et le Parti socialiste l'a compris, puisque c'est ce qu'ils mettent en avant pour faire écho à ce que pensent les Français. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat de notre nouvelle saison. Je vais rappeler le titre de votre livre, Bastien François, Les mots-clés du droit constitutionnel, aux éditions Dalloz. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.